Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour tout le monde. OK, bon, tout le monde a l'air de bien nous voir et de nous entendre. Il y a des petites réactions, donc c'est parfait. Donc on va démarrer. Donc moi, je me présente, je suis, Chloé Niel, assistante administrative et commerciale B2B, chez Sémaphore. Donc je suis, sur la partie, devis, sur la partie, relations clients, sur la partie également, administrative où j'aide, les consultants, parfois, sur leur devis également, sur la proposition commerciale, voilà, je suis un peu, le bras droit, des consultants. Mehdi, tu peux juste changer de slide, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Hop, quelques infos sur là où est-ce que vous mettez les pieds. Voilà, donc le cabinet Semaphore, c'est, un cabinet RH qui est implanté depuis, 25 ans, sur, Rouen et nous proposons, donc différents pôles. Donc on a un pôle efficacité collective management, un pôle entrepreneuriat, un pôle RH et un autre pôle sur l'évolution professionnelle. Donc vous voyez tout ce qui est écrit derrière Mehdi en fond. Puis bah, du coup, Mehdi, je te laisse te présenter et reprendre la main. Yes, merci beaucoup. Bonjour à tous d'être là, on est 31 personnes ensemble. Je me présente, je suis Mehdi Garmous, consultant pour la société Sémaphore. Du coup, je suis psychologue du travail. J'ai le plaisir d'animer avec vous ce DGRH sur une petite heure aujourd'hui sur la thématique, comme on va voir juste après, sur les entretiens pro. Et j'ai juste une petite question technique, Chloé, qui est importante pour la façon dont ça va se dérouler ensuite. Est-ce que les personnes ont la possibilité de prendre la parole si on leur laisse ou pas du tout? Ou est-ce que c'est un webinaire qui est purement à l'écrit? Non, ils peuvent prendre la parole si on leur laisse, pas de souci là-dessus. Eh bien, écoutez, super. Bon, bah, en tout cas, j'aurai quelques petites animations avec vous, quelques questions à vous poser. Alors, commençons un petit peu aujourd'hui. Je vois qu'on est une petite trentaine. Il y a des personnes qu'on connaît déjà, des noms qu'on connaît déjà. Merci d'être là et merci aussi qui nous découvrent aujourd'hui, du coup, par ce biais. Pour vous donner une rapide information complémentaire sur grosso modo ce que l'on fait, donc en effet, on est situé à Rouen. On a une équipe de psychologues du travail, de coachs et d'interlocuteurs RH. On intervient essentiellement en région normande. On reste assez local, même si depuis maintenant quelques temps, nous arrivons de façon plus régulière sur Paris. Et notre cœur de métier, c'est, on va dire, l'accompagnement, on va dire tout ce qui est prestations d'entreprise, sur les sujets RH. Et je vais vous donner, on va dire, les 2 grands extrêmes. On va de l'enquête administrative sur des sujets, lourds, et formels de harcèlement, jusqu'à aussi, des sujets plutôt, team building, construction des équipes, coaching, ce genre de choses. Donc en tout cas, si vous avez des besoins sur ces sujets-là, n'hésitez pas à faire appel à nous. Alors, avant de commencer sur le sujet de l'entretien pro, habituellement, on a toujours un petit temps sur lequel on se donne juste 5 minutes sur, les actus RH qui ont pu passer un petit peu ces derniers temps. Et jusqu'à maintenant, sur les précédents DGRH que j'ai animés, je me suis toujours dit, «Bah, c'est bon, il y a un truc actuellement qui ressort principalement, sur lequel je vais vous faire un petit point de 5 minutes». Et en fait, là, je vous avouerai qu'en début janvier, j'ai vu pas mal de choses qui sont passées, mais j'ai surtout un peu séché au regard de tout ce qui a pu passer en petites mises à jour sur des parties paye, des parties RH, quelques parties réglementaires, ce genre de choses. Mais j'ai pas forcément trop quoi su valoriser de façon très importante. Alors, du coup, j'avais envie de vous poser la question dans l'autre sens. Pour vous, en tout cas, c'est quoi le gros sujet de janvier 2024, ou en tout cas la grosse mise à jour qui est passée et sur lequel, en tout cas, il y a un sujet un peu fort d'actu. Et si à la rigueur, il y a une personne qui souhaite en tout cas nous en faire partie, c'est pour ça que j'offrirai le micro pour nous présenter en 5 minutes, grosso modo, le sujet RH un petit peu de janvier 2024 que vous souhaitez valoriser. Et pour cela, je vous invite à participer directement en commentaire et si vous souhaitez participer, même peut-être lever une main directement afin de faire connaître votre souhait, en tout cas, de le présenter rapidement sur le gros sujet d'actualité RH de janvier 2024. Est-ce qu'on a quelque chose? Soit en commentaire, soit en levée de main, du coup. Bonjour à tous, en tout cas, pour ceux qui sont en train d'arriver entre-temps. Pour le moment, je vois pas de main levée, Mehdi. Ouais.
Ok. Emmanuel Marie, vous proposez la VAE. C'est vrai qu'il y a eu quelques mises à jour dessus. Est-ce que vous souhaitez en parler et juste mettre en avant ce point d'actu RH? La fameuse Convention nationale de la métallurgie qui, en effet, a été pas une masse à faire. Est-ce que l'un d'entre vous, donc soit Emmanuel Marie ou Maïta Joseph, est-ce que vous souhaitez... Ah, Emmanuel Marie, pas au point. Et Maïta, est-ce que vous souhaitez juste nous partager, grosso modo, ce gros sujet d'actualité RH sur la métallurgie et nous dire en 2-3 petites minutes, grosso modo, quel impact ça a eu? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Est-ce que votre LOL dit plutôt non? Impossible, vous êtes dans le train. Ça marche. Eh bien, écoutez, en tout cas, sur ces quelques éléments, je sais que la VAE, en tout cas, si je dois juste vous faire un tout petit point, je ne saurais pas forcément rentrer dans le détail sur ces éléments-là, mais on va le faire assez rapidement. La VAE, dans tous les cas, d'ailleurs, comme le CEP, ce sont des produits que le gouvernement va chercher à pousser dans les prochains mois, afin de faire en sorte de justement mettre en œuvre des produits assez faciles d'accès, peu coûteux, pour permettre de la qualification professionnelle et de la reconversion. Donc la VAE, notamment plutôt pour la qualification professionnelle. Donc il y a en effet d'ici peu, si je ne fais pas d'erreur, une valorisation un peu plus forte en termes de communication gouvernementale, mais aussi des participations un peu plus fortes et une mise en avant un peu plus forte au niveau des entreprises, comme pour faire partie en tout cas des parcours d'intégration, de développement des compétences des personnes en interne. Et le CEP d'ailleurs, c'est aussi une autre chose qui va pas mal être mise en avant sur les 2024. Le CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc finalement, lorsqu'une personne elle souhaite faire une reconversion professionnelle, elle peut faire appel à un CEP pour justement avoir des conseils pour des montages de dossiers et de financement. Ce sont plutôt des démarches qui se font à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est un autre produit qui va être très fortement poussé par le gouvernement en 2024, qui a commencé à fleurir assez fortement depuis 2022 suite à la réorganisation du fonds GESIF, qui est maintenant devenu Transition Pro. Et les chiffres du CEP pour le gouvernement ont été un peu décevants. Ils espéraient qu'ils soient un peu plus forts, qu'il y ait encore plus de consommation. Il faut s'attendre en tout cas à ce que ce soit des mises en avant assez fortes dans les prochains mois. Et 2024 sera sûrement une année forte en tout cas sur ce sujet. Donc CEP et VAE, finalement les leviers de formation et d'accès à la qualification qui vont être fortement poussés en 2024. Si jamais j'arrive un peu plus maintenant avec vous sur le sujet d'entretien pro. Alors déjà, on va juste faire une petite slide basique pour réinstaller les choses, parce que pour certains d'entre vous, ça va peut-être être quelque chose que vous allez mettre en place un peu plus formellement ou qui existe depuis peu au sein de votre structure. L'entretien pro, c'est une obligation réglementaire qui est tombée il y a maintenant quelques années, 2018 si je ne fais pas erreur. L'obligation d'avoir un entretien tous les 2 ans avec du coup un entretien professionnel avec les perspectives d'évolution que la personne souhaite avoir. Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif, histoire de voir si, à l'occasion de ces 6 dernières années, il y a eu des mouvements, des formations, des VAE, des certifications. Et du coup, à l'occasion de ces 6 ans, une personne doit au moins réaliser une formation, une certification, une progression salariale ou professionnelle. Tout cela s'inscrit dans une même démarche, c'est l'obligation du maintien en employabilité. Alors l'employeur est soumis à plusieurs obligations. Celle qu'on connaît tous, pour le coup, c'est l'obligation de santé, hein, l'obligation de résultat sur tout ce qui est prévention en santé, etc. Mais il y a aussi l'obligation de maintien en employabilité. Donc l'employeur doit faire en sorte que ses salariés puissent rester employables et développer leurs compétences tout au long de leur carrière professionnelle. Ça vient aussi notamment prendre un petit peu le contre-pied de certaines situations, par exemple de certaines entreprises qui n'ont pas forcément développé les compétences de leurs employés et qui, lors de situations critiques du type PSE, fermeture du service ou fermeture de site, il y a finalement deux drames. Le premier drame, c'est la fermeture d'une entreprise, qui est déjà une première chose très importante. Et la deuxième, c'est parfois un collectif de personnes qui se retrouvent complètement déconnectées du marché de l'emploi. Et on a d'un côté un drame économique, et en plus, par la suite, on a des drames sociaux et humains. Donc, l'entretien professionnel a la vocation, en tout cas, de venir corriger le tir là-dessus et de faire en sorte d'avoir un suivi et un développement de l'employabilité des personnes. Donc ça, c'est pour le cadre global. Et vous l'avez sûrement vu dans la vidéo un petit peu de présentation que je vous avais fait. Quand vous dites entretien pro, donc là par exemple, au mois de janvier, mois de février, vous avez dû commencer, notamment si c'est l'année des entretiens pro, vous avez dû commencer à apporter ce sujet-là
depuis maintenant quelques semaines auprès des interlocuteurs, auprès du comité de direction, auprès des managers qui vont devoir les réaliser. C'est quoi les réactions que vous avez la plupart du temps sur les entretiens pro? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel retour on vous fait? Est-ce que c'est une bonne expérience? Est-ce que c'en est une mauvaise? Est-ce que je peux vous inviter du coup à en mettre quelques écrits directement en commentaire? Et pour certains d'entre vous, si vous souhaitez prendre la parole pour nous faire un retour, une anecdote ou quoi que ce soit directement à l'oral, c'est ouvert. Ah, Emmanuel Marie, il y a une levée de main. Est-ce qu'on peut donner la parole à Emmanuel Marie, s'il vous plaît? Oui, je lui donne la main. Alors, hop, j'essaie juste. Alors, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que vous pouvez parler? Non? Emmanuel Marie, est-ce que ça fonctionne pour vous? Alors, ça mène à rien, c'est perçu comme Si une je peux charge me complémentaire. permettre, Ah. il faut qu'Emmanuel ouvre son micro maintenant qu'elle a l'accès. Donc Emmanuel, vous avez l'autorisation de parler, c'est à vous. Ouvrez votre micro. Si, ça y est. Ça y est, j'avais pas la fonctionnalité était encore, ne Alors, me permettait pas de le faire. Donc oui, bonjour. Donc moi, je travaille dans la fonction publique. Alors, je suis intéressée parce qu'il y a des ponts, hein, de plus en plus entre la fonction publique et le secteur privé. Mais effectivement, quand on aborde l'entretien pro, dans la fonction publique, c'est souvent, déjà, pas suffisamment préparé. Je pense que les managers sont pas préparés vraiment, à mener les entretiens. Il y a un déficit certainement d'accompagnement et de formation, hein, sur cette cible qui est une grosse cible. À l'inverse, il y a peut-être aussi un manque d'accompagnement des agents, hein, qui font partie, pour savoir ce qu'ils peuvent aussi en attendre de cette, de ce moment clé, hein, quand même, puisque c'est un moment privilégié entre un manager et puis son collaborateur ou sa collaboratrice. Et finalement, c'est vécu comme, comme quelque chose de très formalisé, mais qu'on ne sait pas exploiter, qu'on ne sait parfois pas bien mener. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis très intéressée, moi, de progresser sur cette question-là, parce que c'est un enjeu, euh, comme vous disiez, en lien aussi avec la formation professionnelle et le développement des compétences. Et comme je suis responsable de la formation des personnels dans une université, voilà, c'est un point de départ, qui me semble essentiel. Tout Voilà. à fait. Merci, merci Emmanuel. Et je pense que votre retour d'expérience, il est assez proche de ce qu'on voit en tout cas doucement apparaître dans les commentaires. Un temps d'échange important, mais c'est pas, ça donne pas forcément grand-chose. On n'en voit pas une plus-value, aucune donnée de sortie. C'est en fait en plus quelque chose, il y a une petite déception sur ces éléments-là et qui fait un peu écho à ce que vous dites aussi. Et c'est notamment quelque chose que vous avez tendance à constater au global, service RH ou même d'ailleurs management en règle générale. Quand vous allez questionner sur un sujet, n'importe lequel, qualité de vie au travail, entretien professionnel, carrière ou quoi que ce soit, et que, en conséquence, derrière, il y a peu d'action, on crée des déçus. On crée une déception parce que, bah, tiens, il y a eu un moment formel où il y a eu quelque chose qui a été dit, il y a quelque chose qui a été dit et des attentes qui ont été mises en avant. Et bah, en fait, entre deux entretiens professionnels, pas d'effet. Et là, en fait, dans ces cas-là, c'est à la fois insatisfaisant pour le collaborateur qui n'a pas forcément vu, en tout cas, certaines de ses attentes avancées. Et de l'autre côté, même pour le manager, c'est de se dire, en fait, finalement, j'y ai passé du temps, mais ça m'apporte plus d'ennuis qu'autre chose. J'ai un collaborateur qui en demande et qui est insatisfait, du coup, à la suite de cet entretien. J'aurais mieux fait de ne pas le faire. Et c'est très souvent les retours qu'on peut avoir, c'est finalement, si on n'en fait rien, autant ne même pas questionner, ça nous embêtera des embêtements. Et en effet, je pense que je suis assez, on est assez proche finalement avec les éléments que je vous avais cités, hein, grosso modo sur la vidéo. Pas le temps, ça sert à rien. C'est quoi déjà? Pour certains, c'est juste incompréhension totale de ce à quoi ça sert ou du contenu. Très souvent, c'est la grille est pourrie. L'outil en soi, il n'est pas intéressant. Et c'est vrai qu'en effet, si on se fie purement à la grille dans son aspect réglementaire, euh, ça donne pas envie. On ouvre le bureau des pleurs parce qu'en effet, à partir du moment où est-ce qu'on va commencer
Il y a Laura qui pose une question d'ailleurs, si jamais vous avez envie de lui répondre, sur le système d'information pour faire vos entretiens annuels. On ouvre le bureau des pleurs, en effet, je vais inviter des personnes à me faire part de leurs envies, de leurs intentions et de leurs projets, et je sais délibérément que je ne vais pas y répondre, ou qu'il ne se passera rien. Donc, je vais avoir finalement des doléances, des insatisfactions, ou ce genre de choses. Je ne suis pas conseiller d'orientation. Et ça, en effet, c'est aussi une remontée qu'on a aussi de façon régulière. En fait, c'est pas ma compétence. C'est pas mon sujet, l'orientation de mes collègues, leur développement de compétences qu'ils ont envie de faire. Moi, je m'occupe de l'entretien annuel parce que c'est proche de ce que j'ai à gérer en tant que manager opérationnel, par exemple. C'est comme l'entretien annuel, non? Alors, dans certaines entreprises, il y a notamment un amalgame qui est fait, ne serait-ce que sur cet entretien. Alors, on n'utilise déjà pas tous la même terminologie. On parle, on va dire, sur la terminologie la plus classique, c'est entretien annuel et entretien professionnel. Mais en fonction des entreprises, certains vont nommer encore les choses différemment, ce qui ne facilite pas déjà le fait de bien dissocier l'objectif de chacune de ces rencontres. Et même pour les managers ou ceux qui font passer les entretiens annuels ou professionnels, nous, bien souvent, en fait, quand on va intervenir sur ces sujets-là, on ne fait pas vraiment de différence, on ne sait pas réellement quel est l'objectif. On doit remplir une grille. Voilà. On remplit une grille, on voit ce qui se passe, et puis on essaie de faire en sorte que ça nous prenne le moins de temps possible. Et le dernier, c'est pas mon boulot, c'est un truc de RH. Ça, c'est aussi un truc qui nous est souvent remonté avec le côté, c'est une obligation réglementaire, mais ça ne me regarde pas. Ce ne serait pas à moi de le faire. Je ne vois pas quelle plus-value j'ai en tant que manager pour pouvoir en tout cas apporter quelque chose ici, à part en effet remplir des cases sur un tableau. Et d'ailleurs, ce serait plus logique que ce soit le RH qui fasse ça, parce qu'on parle de formation, on parle d'évolution de carrière, et très vite, en tout cas, le sujet de qui le fait revient assez régulièrement, et j'ai vu d'ailleurs dans les propositions qui ont été faites, notamment Jennifer Lamerlino qui citait que c'est vous la DRH, c'est vous qui faites les entretiens pro, en tout cas dans votre structure. Et j'ai envie de dire, vous allez le voir, alors je vais prendre quelques positions avec vous par la suite, je suis assez d'accord. Regardez un petit peu le principe. Première chose, et finalement dans les remontées qui vous sont apportées ici, c'est ça n'a pas d'intérêt. La plupart du temps, ça ne sert à rien, ça me coûte du temps, ça n'a aucun intérêt. Bon, en fait, si, ça permet aux collaborateurs de mettre en avant des souhaits d'évolution interne et externe sur lesquels l'entreprise peut potentiellement agir. L'entreprise ne peut pas agir sur tout. Par contre, j'ai envie de me développer sur des postes en interne, je le fais savoir avant d'avoir une petite frustration de ne pas l'avoir arrivé. Et ça nous arrive assez régulièrement. Je peux aussi être acteur sur tiens, j'ai envie d'aller chercher ça, je me renseigne sur la façon d'aller le chercher, qu'est-ce que je dois mettre en place, etc. Je peux recevoir des conseils de la part de mon manager, parce que lui-même a une expérience au sein de la société. Ou alors, il peut en tout cas m'orienter vers les personnes vers lesquelles le faire. C'est une façon aussi de venir animer la motivation en refixant des projets à court terme et en donnant des voies de développement. Je peux évoluer dans ma structure, je peux aller chercher des choses, j'ai des possibilités d'évolution qui sont devant moi. Et la dernière chose sur laquelle on peut avoir un effet, alors ça peut être tout à fait un autre sujet, mais le principe du job crafting. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais son principe, c'est finalement de dire que dans un poste, on peut faire en sorte d'orienter nos missions vers des choses qui nous plaisent. Je fais très simple, j'ai dans mon équipe commerciale 4 personnes qui ont le même titre métier, mais ces personnes n'ont pas forcément les mêmes appétences et les mêmes intérêts. Ma facilité en tant que manager, c'est de donner à chacun les mêmes missions, les mêmes objectifs, les mêmes façons de travailler. Mais délibérément, je me rends compte qu'il y en a une pour qui la prospection est une véritable partie de plaisir. Pour l'autre, c'est plutôt la partie administrative et le développement du CRM sur lequel elle a tendance à passer un peu plus de temps. Leurs missions, c'est les mêmes. Les objectifs sont finalement assez similaires, mais on peut aussi orienter les postes, des compétences ou des expertises qui vont faire en sorte qu'on va sous-tendre une motivation et une satisfaction plus forte. C'est le principe du job crafting, c'est réorienter légèrement nos postes vers des choses qui nous ressemblent et qui nous plaisent. Et pour capter ces choses qui nous ressemblent et qui nous plaisent, l'entretien pro, c'est un très bon outil. Donc, si ça a un intérêt. Deuxième chose, c'est pas mon rôle, et là, c'est pas faux. Il n'y a pas d'obligation que ce soit le manager qui le fasse. Très souvent, dans les sociétés, on a tendance à surfer sur la proximité managériale pour la réalisation de l'entretien pro. Mais ça pose quand même un gros souci. Le manager, c'est aussi l'évaluateur de la personne. Est-ce que je vais réussir à aller voir mon manager pour lui faire part que je n'ai pas forcément envie de rester?
ou que mon poste ne m'intéresse pas, ou que j'aimerais prendre sa place. Est-ce que le manager est le mieux placé pour le faire? Si la relation managériale est très bonne et qu'il y a une super proximité entre le collaborateur et son manager, pourquoi pas? Mais il y a déjà un biais. Mais si la relation est un peu froide, qu'en plus j'ai un manager qui n'est pas spécialement fan de l'exercice, autant dire que votre entretien professionnel ne sert strictement à rien, voire même il peut être mal vécu. Donc, après, il y a une question qui se pose. Est-ce que mon entreprise est suffisamment petite pour que je puisse me permettre d'aller réaliser mes entretiens pour moi-même en tant que RH? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un contact privilégié, et puis comme ça, j'ai un œil directement sur les envies de chacun, les besoins en formation. Ça m'est utile comme temps. Mais par contre, ça m'en demande d'en investir beaucoup. Il y a aussi des choses qui apparaissent de plus en plus désormais, c'est le recours à des prestataires extérieurs. Donc de faire réaliser en tout cas les entretiens professionnels par des prestataires qui ont un métier qui est un peu plus proche, qui sont des personnes qui travaillent dans l'orientation professionnelle, des consultants en ressources humaines ou quoi que ce soit. C'est aussi des solutions qui sont très sélectionnées et j'ai envie de dire qu'on entend plus sur la région parisienne qu'en région Normande, mais qui nous arrivent assez régulièrement sur des sociétés entre 150 et 250 personnes très souvent. Ou est-ce qu'on a un petit service RH qui ne peut pas s'occuper de faire tous les entretiens pro, on se rend compte qu'avec les managers, ça ne fonctionne pas bien, donc on fait appel à de la prestation. Et là, pour le coup, les retours sont assez appréciés, parce que la personne qui est en face, ce n'est ni un manager, ni un évaluateur finalement dans la conduite de l'entretien, et ça permet d'avoir une parole qui est plus libérée, et notamment quand on souhaite aborder des sujets qui sont des projets extérieurs à l'entreprise. Donc, le c'est pas mon rôle, c'est pas complètement faux. La troisième chose, c'est ça met inconfortable. Mais en effet, c'est vrai que on demande finalement au manager, l'espace d'une heure et quart, d'être dans une posture qui n'a strictement rien à voir avec son métier. Alors j'entends de manager de l'activité ou quoi que ce soit, là on est plutôt sur une posture de conseiller, d'écoute, pourquoi pas limite un peu de coach. Et est-ce que le manager est le plus compétent en termes de profil personnel, de compétences qu'il a pu acquérir pour répondre à ces questions? Et même pas que ça d'ailleurs, sur la connaissance de l'environnement et des dispositifs qui vont être nécessaires à expliquer. Bah tiens, est-ce que en tant que manager, je suis suffisamment informé sur le plan de formation et nos projets? Comment est-ce qu'on peut tout à fait aller faire financer une formation qui ne serait pas forcément possible au sein de la structure? Tous ces sujets qui vont être plus maîtrisés côté RH, déjà dans un premier temps, et qui peuvent être aussi très, très maîtrisés par des consultants extérieurs. Mais en tant que manager, je peux vous donner des anecdotes et j'en ai pas mal. Je pense que quasiment toutes les structures sur lesquelles on a pu faire des formations précédemment pour justement outiller les managers sur les entretiens professionnels. Et en fait, il y a un premier constat qu'on fait tous, c'est que déjà pour eux-mêmes, même pour leur propre projet, ils ne sont pas au courant de la moitié des dispositifs qui existent. Alors tout simplement parce qu'il y a une petite habitude qui existe dans le secteur du financement et de la formation professionnelle. Moi j'ai un adage, c'est une fois que vous avez compris, c'est que ça va changer. Donc vous avez compris comment fonctionnait le CIF et c'était bien installé depuis quelques années comme un outil de reconversion majeur. Bah, ça tombe bien, maintenant on appelle ça le CPF Transition, c'est plus le même acteur, c'est plus la même façon d'y accéder, c'est plus le même financement. Bref, il va falloir encore quelques années pour que ça rentre dans les cultures et qu'on le sache. Et en effet, toutes ces compétences-là, toute cette connaissance des dispositifs, quand on les explique aux managers, moi c'est toujours le constat que je fais, c'est ce qu'ils notent. Parce qu'en fait déjà pour eux, ils ne sont pas au courant. Tiens, en fait, si j'ai envie de me reconvertir, il existe ça. Si j'ai envie d'aller faire des formations personnelles, il existe ça. Et en plus, il y a d'autres effets. Prenons une dernière chose qui a un impact. Par exemple, un outil majeur aujourd'hui de formation ou d'évolution professionnelle, ou en tout cas de maintien d'employabilité, on a quand même pas mal de choses qui se passent sur le CPF, que ce soit pour des formations courtes, un perfectionnement de langue, des passations d'habilitation. On a quand même pas mal de choses là-dessus. Et malheureusement, le CPF, il a souffert en termes d'image. Entre 2020 et 2022, avec notamment les démarchages commerciaux abusifs, pour beaucoup de personnes qui sont néophytes dans la formation professionnelle, CPF veut dire arnaque. Et du coup, on ne va même pas vers ces outils-là, alors que c'est un outil majeur d'employabilité. Et il y a aussi, en tout cas, de l'explication, un peu d'éducation à faire sur ces sujets-là. Donc ces 3 points communs, ça sert à rien, ça m'est inconfortable, c'est pas mon rôle, c'est ce qu'on a tendance à avoir comme principale remontée de la part des managers que lorsqu'ils réalisent les entretiens professionnels.
J'ouvre un petit peu la porte d'ailleurs, encore une fois, que ce soit sur des écrits si vous êtes plus à l'aise, ou encore une fois sur une prise de parole. What else? Est-ce qu'il y a d'autres choses, en tout cas des sujets majeurs de frein à la réalisation d'entretien professionnel que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce qu'il y a d'autres choses? À part ça sert à rien, c'est pas mon rôle, et j'y suis pas du tout confortable. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'après vous qui sont des sujets forts de frein de l'entretien professionnel? Ouais, libérer du temps, notamment aux collaborateurs chantier. OK, ouais, le temps. Alors, le temps, j'ai presque envie de dire, c'est une problématique de second ordre, dans le sens où, très souvent, une fois que j'ai compris l'intérêt de quelque chose, je suis prêt à prendre le temps. D'accord? Alors après, il y a des, évidemment, quand je suis à distance, quand j'ai pas forcément l'occasion d'avoir un bureau, les questions de temps, sont plus compliquées. Mais, très souvent, déjà, l'intérêt, une fois qu'on a compris l'intérêt, on est prêt à y mettre du temps. Une fois qu'on voit la plus-value que ça peut avoir. Heu, mais OK, Maïta, je vois très bien ce que vous voulez dire. Que la structure soit pas outillée pour mener des entretiens et que tout soit à construire. Oui, en fait, oui, l'entretien en soi, je le fais, mais il se passe rien. C'est une fausse problématique. OK, Maïta, merci. Donc en tout cas, la question du temps reste en tout cas la chose, même si à mon sens, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. Alors, 3 choses sur lesquelles on vous propose d'aller pour booster un peu vos entretiens pro. La première chose, et vous l'aurez compris, je crois que je tourne déjà autour du pot depuis pas mal de temps, c'est le training. Actuellement, une pratique qu'on voit beaucoup dans les entreprises, c'est on met en place les entretiens pro, je donne la grille, je donne un support avec pas mal d'informations. Alors, très souvent, ils sont très bien faits, hein. Je vois, il y a pas très longtemps, on est dans une structure, il y avait un guide, très complet, un guide collaborateur sur, quels sont les dispositifs qui existent, la trame d'entretien est plutôt visuelle, pas de souci, là-dessus. Le manager, lui aussi, a une trame qui est plutôt bien faite, des dispositifs sur un listing, sur 12 pages. Mais il faut l'avouer, c'est un peu imbuvable, et surtout, c'est pas parce que je connais les dispositifs que je suis en mesure de conseiller, d'orienter, de pouvoir dire à une personne: «Bah, tiens, ton projet, c'est plutôt ça. Voilà ce qu'on peut faire en interne, ou voilà ce qui peut être possible en externe». Vraiment de pouvoir aller chercher ce rôle de conseiller. La connaissance du support et des dispositifs ne suffit pas à être compétent. L'inconfort de l'interlocuteur et notamment du manager, ça provient le plus souvent de 1, une faible connaissance des dispositifs, 2, une faible connaissance du comment est-ce qu'on s'oriente, comment est-ce qu'on fait des choix professionnels, vers quoi est-ce qu'on peut aller. Et la dernière chose, c'est la conduite d'entretien. Heu, pour avoir vu encore une fois des retours sur des entretiens professionnels, on a des personnes qui sont très à l'aise dans l'exercice, pour qui l'entretien, le face to face, c'est quelque chose d'appréciable, c'est quelque chose qu'ils aiment. Mais on a aussi des managers qui ne se cachent pas une seule seconde de se dire que c'est une corvée, ne serait-ce que de devoir faire un entretien en face à face. C'est pas du tout déjà, alors que ce soit un entretien professionnel, un entretien de recrutement, un entretien annuel ou quoi que ce soit, la situation de l'entretien est un inconfort, est un déplaisir. Parce que c'est pas là où est-ce qu'il fixe une plus-value, ou c'est juste une situation inconfortable. Le fait de devoir écouter, de prendre en compte ce genre de choses, c'est pas forcément des outils ou des pratiques qui nous sont tous évidentes. Et notamment, s'il y a 3 choses sur lesquelles je vous invite à aller, c'est 1, alors de former sur les dispositifs et pas seulement de fournir un guide. C'est réellement de prendre un temps avec les managers sur en fait, voilà, quand une personne souhaite évoluer dans une entreprise, que ce soit en interne ou en externe, voilà tout ce qu'elle peut faire. Et voilà, notamment, là, c'est le 3e point que je vous ai mis, des cas, des situations concrètes et des parcours que la personne peut mettre en place. Bah tiens, j'ai une première chose, j'ai une personne qui, souhaite, se reconvertir on a nos métiers en interne, elle souhaite se reconvertir là-dedans. Bah, voilà comment est-ce qu'elle va pouvoir le mettre en place, et voilà le processus en interne qui existe. Déjà, bah tiens, si tu as une personne qui fait une demande de reconversion, il faut que ça déclenche absolument un entretien RH par la suite. Cet entretien RH, il permettra de donner ça et donner ça, et surtout, dans un premier temps, il faut que le manager, il soit déjà en mesure de dire: «Bah écoute, ce que tu veux faire, on peut le faire en interne, ou alors on peut le faire en externe, et il y a 1 ou 2 acteurs qui peuvent être intéressants que tu ailles rencontrer». Pas la peine d'aller beaucoup plus loin, mais déjà en tout cas de donner les billes, de conseiller, d'orienter la personne vers les acteurs qui peuvent répondre à son besoin.
Et aujourd'hui, sans rougir, sur à peu près la centaine de personnes qu'on a pu former l'année dernière sur les sujets d'entretien professionnel, j'en ai moins de 10 qui étaient en mesure de conseiller vers soit un processus interne en disant cette envie, tu peux la réaliser chez nous, on a des besoins qui vont arriver par la suite et il y a telle personne qu'il faut que tu contactes. Voilà ce qu'il faut que tu fasses par la suite. Voilà la prochaine étape suite à un entretien pro. Ou ce que tu aimerais faire, c'est plutôt quelque chose qui est externe à la société et il y a 2 acteurs qui peuvent être intéressants pour t'accompagner sur ce projet. Ça peut être un CEP, ça peut être Transition Pro, ça peut être un centre de formation, peu importe. Mais en fait, très souvent, c'est en fait, je ne sais même pas quoi proposer. Je ne sais même pas vers quoi orienter. Voilà, je me sens un peu démuni. Et la troisième chose, c'est notamment donner des outils de conduite d'entretien. Pour vous, sur des thématiques RH, c'est quelque chose qui vous est assez commun, même si vos apprentissages dans vos toutes premières fonctions, elles n'ont pas forcément été faciles, hein. Vos premiers entretiens de recrutement, vos premiers entretiens professionnels, souvenez-vous-en, pour réussir à être à l'aise dans l'exercice, c'était pas évident, alors que déjà, vous aviez une formation qui vous orientait vers ça. OK ? Alors imaginez en effet un manager pour qui, encore une fois, lui aussi, il le découvre plutôt parmi le scope d'action un peu sociale qu'il doit entreprendre avec ses salariés, avec ses équipes. Pour certains, c'est un super moment privilégié qu'ils vont adorer et ils vont le faire comme ils aimeraient le recevoir. On ne va pas y passer seulement une demi-heure, on va y passer 1 heure et demie. Dis-moi ce que tu veux, je te verrai bien là-dessus, je vais te mettre dans la proposition. Est-ce qu'il n'y a pas des choses là-dessus que tu aimerais aller? Et pour d'autres, c'est il faut absolument que je me débarrasse de cette grille parce qu'en fait, je n'aime pas du tout ce qui se passe. Je n'aime pas du tout l'exercice de l'entretien. Et même si on n'aime pas, on peut quand même monter en compétences. Et alors là, on va voir les leviers d'écoute active. On a aussi des choses qui sont intéressantes à aller chercher dans le coaching, des outils de coaching. Il y a des outils d'écoute, de reformulation, pour faire en sorte aussi que le manager soit plus à l'aise sur ces techniques de questionnement, pour faire en sorte d'avoir non pas un entretien mitraillette où est-ce que je déroule ma grille d'entretien et j'espère que ça se termine le plus vite possible, mais un entretien vraiment de découverte. Où certes, on se pratique au quotidien, on se connaît, mais aujourd'hui, on ouvre la porte à d'autres choses. Et à quoi est-ce qu'on ouvre la porte? Et je vais te questionner, je vais t'accompagner aussi un petit peu là-dessus sur cet entretien. Donc ça, en tout cas, c'est les 3 premières choses qu'on vous conseille. Et si jamais ce n'est pas en place, c'est un peu les 3 basiques sur lesquels on doit en tout cas aller pour faire en sorte qu'un entretien pro il puisse avoir une plus-value. Évidemment, si vous souhaitez réagir en même temps, apporter quelque chose, des idées complémentaires, c'est complètement ouvert. La deuxième chose, c'est booster la grille. Alors, je vous avouerai d'expérience personnelle, la première fois que j'ai vu la grille d'entretien pro, pour mon expérience personnelle, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Aucune envie d'aller la remplir. C'est assez froid. C'est, ça manque un peu, j'ai envie de dire, de l'humanité, de l'échange et de la projection qu'on aimerait avoir pour pouvoir justement se dire: «Bah, tiens, dans 3 ans, bah, j'aimerais bien faire ça». On est vraiment sur un aspect qui est très réglementaire et même si visuellement on la rend un peu plus sexy, si on n'enrichit pas le contenu, ça ne permet pas de faire un entretien qui est qualitatif et qui est agréable. Donc la grille à la base, elle est vraiment pas sexy. Le problème, c'est que si on l'utilise telle quelle, et bien souvent, quand je vois pas l'intérêt de faire l'entretien en tant que manager, je vais pas m'embêter à l'enrichir. Je vais pas m'embêter à aller chercher des informations complémentaires. Du coup, je me tiens à une grille qui est désagréable, que ce soit pour mon collaborateur ou pour le manager. Et je me contrains du coup à un exercice désagréable. La plus-value de l'entretien, elle ne se trouve pas dans la formalisation. La formalisation de cette grille, c'est censé être la finalité, mais c'est en aucun cas le déroulé. Le collaborateur, il doit pouvoir faire état de ses envies, de ses souhaits d'évolution. Il faut qu'il y ait une liberté de parole, il faut qu'il y ait une écoute. Pour certains, c'est naturel, mais vous le savez aussi délibérément, dans les entretiens pro que vous faites déjà passer, pour d'autres, il faut aller le chercher. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas spécialement d'envie, ou en tout cas, c'est pas conscient. Il faut aller un petit peu chatouiller, il faut mettre en avant en tout cas certaines choses pour faire en sorte que la personne puisse les produire. Pour ça, on vous invite à faire évoluer 2 ou 3 petites choses dans la pratique de l'entretien annuel. C'est en amont de l'entretien, d'ajouter des outils de découverte ou de valorisation de soi. Que la personne, avant d'être dans la formalisation d'un projet ou quoi que ce soit, qu'elle puisse déjà se poser un peu les bonnes questions du c'est quoi les qualités, c'est quoi mes appétences, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller, j'ai rencontré des métiers qui me tentent bien,
J'ai eu des réussites là-dessus, j'ai des envies, des projets à moyen terme qui sont mes projets dans l'entreprise, mes projets à l'extérieur de l'entreprise, mes services ou mes postes d'intérêt, même si c'est un peu loin de mon activité ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui m'attire? Avant même de parler de projet. La deuxième chose, c'est enrichir la grille avec des questions ouvertes. Quand on voit la grille, dans la façon de le mener, toutes les questions sont quasiment des questions fermées. Avez-vous fait ça? Avez-vous réalisé une certification? Avez-vous une formation? Alors oui, en effet, ça nous contraint à avoir un échange qui va être très saccadé et qui permet finalement assez peu d'ouverture. Pour le manager qui voit l'intérêt de la chose, il va poser ces questions ouvertes, ces questions de découverte. C'est quoi tes projets? C'est quoi tes envies? Y a-t-il des positions que tu aimerais atteindre? As-tu pensé aux moyens à mettre en place pour atteindre la position que tu souhaites? Ce sont typiquement des questions qu'on va poser en orientation, mais un manager qui a peu d'intérêt pour le sujet, il ne va pas aller les chercher. Il va rester stricto sensu sur le contenu sur le contenu formel, etc. Alors c'est très bien, alors Besançon, je pense que c'est plutôt la ville que votre nom, si vous l'abordez déjà en entretien annuel, mais à cette occasion, l'entretien annuel, on a plutôt une évolution verticale, horizontale ou transversale, mais on a plutôt un regard qui est très porté sur l'activité et l'évaluation managériale. L'entretien professionnel, il est censé se déconnecter de ça. Et si à l'occasion de l'entretien, votre assistante administrative vous dit que l'une de ses envies, c'est d'être maître chien, c'est un sujet à ouvrir. Et puis en fait, c'est de se dire, écoute, j'ai pas forcément les solutions. Par contre, il existe des structures qui peuvent te conseiller là-dessus, et elles sont là, elles sont là, elles sont là. Je prends cet exemple parce qu'il a été vécu. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un manager qui a eu cette situation-là, une assistante administrative qui lui a dit en fait, moi, assistante administrative, c'est un début pour moi, mais à 3 ou 4 ans, là où aujourd'hui mon but, c'est surtout de m'installer un petit peu, etc. Mais j'aimerais bien devenir éducatrice canine ou maître chien. La réaction du manager, c'est de dire mais alors je ne vous le dirai pas avec la franchise avec laquelle il l'a fait, mais ça a été de dire en fait, c'est un projet de M, quoi. Ça marche pas, c'est pas la peine. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une collaboratrice qui s'est retrouvée avec les pattes complètement cassées, qui est repartie en pleurant. En se disant, c'est super, j'ai voulu ouvrir la porte de l'entretien annuel et j'ai été jugé. Et donc, normalement, à l'occasion de l'entretien pro, on est censé pouvoir en discuter. Il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes d'aller chercher, c'est le fait d'avoir des parcours métiers. On a beaucoup d'entreprises qui vont vers ça, et le fait d'avoir des parcours métiers, c'est de se dire, actuellement, j'ai tel poste. Autour de moi, voilà ce qui gravite, et voilà quelles sont les qualités, ou voici les compétences qu'il faut pouvoir développer pour pouvoir y aller. On a du coup des aspects assez matriciels, et c'est de se dire, tiens, actuellement, je suis assistante administrative, à porter avec mon niveau de qualification, mes connaissances, etc. Je peux tendre vers ça, je peux tendre vers ça, je peux tendre vers ça. J'ai ces opportunités qui sont possibles. Voilà cependant ce qu'il faut que je développe pour aller vers ça. Voilà le parcours que je dois mettre en place pour développer mes compétences. Voilà ce qui existe. Ça peut être soit en effet des matrices qui existent ou un entretien RH qui va formaliser le parcours pour l'atteindre ou la formation en tout cas pour en faire en sorte d'y atteindre. La dernière chose, c'est les parcours de découverte. Ces actions-là, elles facilitent aussi beaucoup la projection vers d'autres métiers et le fait que le salarié arrive avec des propositions. Le fait que, par exemple, de façon régulière, on ait des portes ouvertes interservices et qu'on ait des personnes qui puissent aller rencontrer. Tiens, il y a un service qui est à l'autre bout du site. Pendant 1 heure, je peux aller rencontrer en tout cas ce service-là, histoire d'aller voir si ces intérêts que je peux commencer à avoir, est-ce qu'ils sont justifiés, est-ce que je vais en parler à l'occasion de mon entretien pro. Ça peut être des vies ma vie, ça peut être des témoignages sur un intranet, ce genre de choses, mais pour faire vivre finalement un petit peu cette visibilité des métiers et de ce qui se passe sur un site. Donc là, les 2 premières choses sont plutôt pour l'entretien annuel et en dessous, c'est plutôt pour la visibilité de ce qu'on peut y faire. Ouais, les immersions, le vie ma vie, les immersions, ça marche très très bien, c'est très apprécié. Et la petite dernière chose sur laquelle je voulais en tout cas revenir juste avec vous un petit peu en synthèse des éléments qui sont intéressants à garder. Des choses à mon sens qui doivent exister dans des services RH pour faire en sorte de faciliter l'exercice de l'entretien annuel, c'est le parcours d'évolution métier. Donc finalement, je suis là, je veux aller là, comment est-ce que je fais en sorte d'y aller? Les conditions, les critères, les évaluations, les qualités nécessaires. La carte des besoins en mobilité, ça c'est hyper intéressant pour un manager de l'avoir. Ça va être par exemple de se dire, en fait,
je suis manager, j'ai conscience que dans les 2 ans, il y a des positions qui vont s'ouvrir, il y a des postes qu'on va être amené à recruter parce que c'est un besoin de la structure. Et ben en fait, je peux aussi permettre, ou en tout cas échanger déjà avec mes collaborateurs sur les projets de l'entreprise et voir s'ils ont envie de se positionner dessus, si ça correspond à leurs intérêts, que ce soit eux qui l'abordent eux-mêmes ou que moi je puisse leur proposer, parce que à mon sens, ce sont des choses sur lesquelles ils peuvent aller. Dans le même sens, c'est aussi d'avoir une véritable cartographie de la formation de ce qui peut être proposé en interne. Et connaissance de, bah, tiens, en fait, ça tombe bien, tu as envie de te développer sur des solutions sur de l'anglais, bah, on a quelque chose en tout cas qui correspond là-dessus. On a le plan de formation interne, ça fait partie des choses qu'on peut t'apporter. La présentation aussi des dispositifs d'évolution en interne et en externe, c'est, bah, tiens, si, il y a des parcours en tout cas pour évoluer ou en tout cas pour aller chercher, des évolutions professionnelles, c'est des choses qui sont intéressantes à développer. Tout à fait. Maïta, vous avez tout à fait raison. La carte des besoins, en fait, c'est, pour l'instant, une chose qu'on constate en règle générale, c'est que tous les sujets un peu sociaux, donc tout ce qui touche finalement aux ressources humaines, qui sont à cheval entre l'action managériale et l'action RH, c'est un peu boudé. Parce que, le rôle du management opérationnel, ce genre de choses, très souvent, c'est bah, moi, en fait, mon boulot, c'est de faire en sorte que ça tourne, que ça fonctionne, et cetera. Et tous ces enjeux RH, ça vient un peu me parasiter. Mais du coup, il y a une éducation à faire sur ces sujets-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le manager, en fait, c'est le mieux placé aussi pour faire de l'accompagnement, parce qu'il y a ce contact quotidien. Il voit aussi les talents un petit peu de chacun par comparaison et il peut en tout cas préorienter. Ce n'est pas à lui de faire tout le travail, mais il peut avoir en tout cas cette action d'orientation, d'accompagnement de la personne. Mais cependant, il faut que ça s'acquiert. On a des structures dans lesquelles ils sont très matures sur ces sujets RH. Mais du coup, il y a d'autres structures pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Je ne veux pas déstabiliser ma structure car cela tourne. Ouais, tout à fait. Bah, tiens, en fait, je vais proposer un projet à mon collègue, mais en fait, bah, je vais me retirer quelqu'un potentiellement. Ça peut être aussi ça, hein, parfois. Je vais déshabiller Paul pour habiller Jean et parfois à mon propre inconfort. Ouais, tout à fait. Mais l'accompagnement, en effet, c'est vraiment des parcours de formation pour beaucoup, et en plus, à mon sens, pour tous ceux avec lesquels on a pu avoir des choses comme ça, ça a des impacts sur d'autres choses. Il y a énormément de situations sur lesquelles le partenariat RH opérationnel, il est hyper important. Alors, sur les entretiens pro, il y en a un, donc l'évolution de carrière, mais sur les recrutements aussi. Et c'est tout bête, mais quand on a ces échanges de façon très régulière entre les interlocuteurs RH et les interlocuteurs métiers, management opérationnel, ce genre de choses, quand on a un bon partenariat qui s'installe, il y a énormément de choses qui sont beaucoup plus fluides. Et aujourd'hui, ce vers quoi on invite réellement à aller sur ces sujets-là, c'est plus de formation interne par les RH vers les managers sur ces sujets un peu sociaux qui sont très importants et qui permettent bien souvent d'éviter des situations de frustration et même de limiter des turnovers. Et une petite dernière chose, c'est déclencher des rendez-vous RH. C'est que l'entretien annuel, il faut absolument qu'il donne lieu à quelque chose, soit une action de la part de la personne, bah tiens, va rencontrer telle personne, il pourra répondre à tes questions pour tes intérêts, va rencontrer un centre de formation là-dessus et fais-nous une proposition, par exemple, on va voir si on peut t'accompagner dessus, va rencontrer un CEP, ou bah tiens, il y a une problématique, bah écoute, je ne peux pas te répondre là tout de suite sur les demandes que tu m'apportes. Par contre, on a des RH en interne qui vont pouvoir en tout cas t'accompagner sur ces sujets-là. Il faut qu'il y ait forcément une action qui se passe par la suite pour au moins avoir cette conclusion de se dire mon entretien, il sert à quelque chose. Il donne écho à quelque chose. Il se passe quelque chose par la suite. Et on va ouvrir juste un petit peu sur une toute dernière chose. Là, finalement, c'était les conseils sur qu'est-ce que je peux mettre en place déjà au sein de ma structure. Mais quelques petits tips, finalement, aujourd'hui, les principales remontées qui vous sont faites comme étant des problématiques, c'est 1, le temps. Vous l'avez dit tout à l'heure. 2, la compétence. Je ne suis pas compétent pour le faire. 3, l'utilité. Ça ne sert à rien. Et 4, impact. Ça n'a pas d'effet. C'est les 4 choses que vous allez avoir tendance à revoir, en tout cas de façon très régulière. Une chose qu'on a tendance à voir apparaître de plus en plus, et ce n'est pas à tous les entretiens annuels, mais on a certains clients qui commencent à nous apporter en disant bah, on aimerait bien faire au moins une fois par cycle de 6 ans. Bah, une fois par cycle de 6 ans,
on va externaliser les entretiens annuels avec des professionnels de l'orientation. Pas toutes les séquences parce qu'on veut garder du lien sur ces sujets de carrière en interne, mais une fois tous les 6 ans, on va faire une externalisation. Ça va nous permettre d'avoir une grille qui est complétée, des professionnels qui connaissent les dispositifs et qui peuvent orienter potentiellement sur des projets en interne ou en externe. On n'a plus le biais d'évaluation du manager où, bah tiens, je ne vais pas spécialement oser aborder certains sujets avec mon manager parce qu'il m'évalue aussi. Et en plus, à la fin, je remplis mon obligation réglementaire d'avoir mes entretiens pro qui sont réalisés. Et la chose qui peut être confortable, et notamment les éléments sur lesquels on a des retours qui sont intéressants, notamment de la part des clients avec lesquels on fonctionne là-dessus, c'est en fait, il y a un débrief. On vient avec la totalité du rapport, voilà les propositions un petit peu de chacun, voilà les attentes de chacun, et surtout, il y a une synthèse. Ça veut dire que je suis RH, je n'ai pas besoin de relire la totalité des entretiens professionnels qui m'ont été confiés. J'ai une priorisation pour chacune des personnes. Voici d'où est-ce qu'on part, voici les attentes, voici ce qui pourrait être mis en place ou les actions sur lesquelles on a conseillé. Donc ça peut être une chose qui peut être intéressante. Donc il y a de l'externalisation. Et tout à l'heure, on en a parlé, il y a une autre chose qui peut être intéressante, c'est de venir outiller les managers ou outiller les services RH. Nous, il y a un truc qu'on apprécie beaucoup en interne, c'est ça répond à un besoin sur la question de l'utilité de l'impact. Et notamment, on a certaines personnes qui sont très décidées sur ce qu'elles ont envie de faire. Il n'y a pas de doute. Elles poursuivent un projet en particulier, elles savent le qualifier, elles savent en parler, elles savent le mener en interne. Et pour ces personnes, l'entretien pro, c'est un exercice qui est assez aisé parce que c'est l'occasion de venir aborder ces sujets-là et de booster leur carrière. Mais on a aussi beaucoup de personnes pour lesquelles il y a un ventre mou de l'orientation. J'ai actuellement un poste qui me convient moyen, mais sur lequel je ne sais pas spécialement ce que je peux aller chercher, parce que je n'ai pas spécialement conscience de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. J'ai pas trop d'idées sur ce que je pourrais faire en interne ou en externe. Je ne suis pas satisfait, mais je ne suis pas insatisfait. Et surtout, je n'ai pas spécialement conscience de qui je suis et de ce que je pourrais aller chercher. Encore une fois, sur ces situations un peu de personnes qui sont sur des entretiens pro, mais pour qui l'entretien pro ne sert à rien. Voilà, il va se clôturer par un « on ne sait pas ». On ne sait pas vers quoi aller, il n'y a pas trop de solutions. Bon, on se revoit dans 2 ans. Et puis on verra si d'ici là, on espère que d'ici là, il y a peut-être des propositions, ou on espère que d'ici là, il n'y a surtout pas d'insatisfaction. On peut aller plus loin en proposant des outils et qui peuvent avoir 2 effets. Par exemple, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Motiva, alors il y en a plein d'autres. Motiva ou My Motivation. On peut en faire 2 choses. Motiva, c'est un outil d'orientation professionnelle qui fait le point sur mes intérêts, mes motivations. Qu'est-ce qui me motive dans mon job et est-ce que je le trouve? Est-ce que je suis satisfait d'un point de vue motivationnel? Et quels sont mes intérêts? Et quels sont les jobs qui peuvent être reliés à mes intérêts et mes motivations? Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait passer le test. Et la personne a du coup un regard sur qu'est-ce qui m'intéresse, quelles sont mes motivations, et ça peut donner lieu à un échange avec un manager, avec un RH, pour aller faire des propositions, ou en tout cas prendre un peu de hauteur sur ce qui me plaît, sur ce que j'ai envie d'aller chercher. Et on a un autre outil de ce type-là, qui là est moins sur les intérêts, mais purement sur les motivations, qui s'appelle My Motivation. Et ça, par exemple, on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est pour aider les managers à comprendre leurs équipes. Et c'est un outil qui se passe en 10 petites minutes, sur lequel on va, et ça me permet d'avoir, par exemple, je suis manager, j'ai une cartographie de mon équipe, et je vois chacune des personnes dans mon équipe et les motivations professionnelles qui les animent. C'est tout bête, mais ces motivations professionnelles, lorsque je vais rencontrer mes salariés à l'occasion de l'entretien professionnel, j'ai déjà cette cartographie en amont, et je me sens préparé, je me sens équipé, je peux déjà aussi orienter un petit peu les choses, voire même faire des propositions. Et je vais pouvoir le restituer à mon collaborateur pour dire, voilà ce qui ressort, voilà les positions professionnelles, par exemple, qui pourraient être en lien avec tes motivations au sein de la structure. Okay. Mais ces outils-là, ces outils de découverte de soi, ils peuvent pré-mâcher ou venir en tout cas appuyer, faciliter certains échanges sur des intérêts professionnels ou des évolutions, des propositions d'évolution. Et je vous donne juste, par exemple, l'histoire de Marc, histoire réelle, qu'on a eue il n'y a encore pas très longtemps. Marc, la problématique qu'on avait, c'était qu'il est dans une structure depuis 4 ans. Alors notamment, dans la structure, il y était depuis 4 ans, mais il avait déjà fait quelques passages dans des sociétés sœurs auparavant.
En entretien pro, Marc, il arrive, ça fait 4 ans qu'il est là, il souhaite évoluer, mais clairement, il ne sait pas trop vers quoi. Et son manager il vient sonner un peu la sonnette d'alarme en disant, bah, en fait, depuis quelques mois, ça chute un peu, quoi. On sent qu'il est un peu démotivé. Et ce qui m'embête, c'est que Marc, j'en ai besoin, quoi. C'est vraiment un profil avec lequel ça fonctionne très bien. Et je me rends compte que cependant, bah, il ne sait pas trop ce qu'il veut. J'ai pas trop d'éléments de motivation sur lequel aller le chercher. Et il ne se projette pas dans l'entreprise. Et notamment, il avait déjà fait écho à plusieurs reprises à l'occasion de son entretien annuel, de se dire, bah, je sais pas trop où je vais, je sais pas si je vais changer de métier, si je veux changer de région, et cetera. Il avait déjà envoyé pas mal de signaux, un peu de désintérêt auparavant. Le manager a fait la remontée auprès du RH et le RH a dit: «Bah, écoute, on va essayer de mettre en place des trucs pour faire en sorte que». Ils ont parlé, bilan de compétences, ils ont parlé de pas mal de choses. Ils ont dit: «Oh non, on n'a pas envie de lancer un truc trop, trop gros parce que pour l'instant, les signaux qu'ils nous envoient sont pas aussi importants que ça. On préfère en tout cas juste avoir un outil un peu de positionnement pour peut-être un peu l'aider». Et Marc, en fait, il a fait une passation de Motiva, il a eu une restitution d'1 heure et demie. Cette restitution, son RH en a eu écho. Il a vu les résultats de Marc et en fait, il a dit: «Mais en fait, tes attentes, elles peuvent correspondre à 2 ou 3 trucs sur le site. En tout cas, ça me fait penser à». Je suis pas sûr de moi, mais quelqu'un qui a ses attentes, ses motivations, ses intérêts professionnels, naturellement, de ce que je connais des métiers qu'on peut avoir ici, et ben, ça pourrait, tout à fait correspondre à cet environnement-là, cet environnement-là. Le RH, par le même biais, lui a mis à dispo des outils du type parcours métier en lui disant: «Bah, écoute, pour atteindre ces positions-là, il faudrait faire ça. C'est possible. C'est tout à fait possible, c'est dans tes cordes. Ça va nous demander un peu d'aménagement, mais c'est quelque chose qui est réalisable sur le site». Et sur les besoins stratégiques, c'était en plus un besoin de l'entreprise. Notamment, en fait, c'est quelqu'un qui a fait une évolution de service support vers des services logistiques. Il s'ennuyait parce qu'il était un peu, la motivation, 1re qui était pas satisfaite, c'était le fait qu'en fait, il était très support, mais surtout il était très bureau. Il manquait un peu de contact avec le terrain et surtout d'être debout. Il était fatigué un petit peu de ce côté peu actif. Et en fait, lors de l'échange avec les ressources humaines, il y a eu 3-4 idées qui sont ressorties. Quelque temps après, il y a de nouveau eu un rendez-vous RH où Marc a dit: «Bah, moi, je serais assez intéressé d'aller, sur 2 idées. J'ai ça et ça». Ils ont mis en place du coup, une immersion de 2 jours. 1 jour dans un premier service, un deuxième dans un autre service et quelques mois après, en fait, Marc est venu faire un projet motivé en disant: «Bah, je veux aller là». Cette histoire, elle a 6 ans et Marc, désormais, il est responsable logistique dans une industrie de la région. Alors qu'à la base, il était plutôt sur du support administratif, c'était quelqu'un qui avait déjà une formation, qui sortait d'école de commerce, mais qui s'était pas forcément très, très bien passée, qui avait intégré un petit job alimentaire, mais qui ne savait pas forcément trop comment faire derrière. Et en fait, il a finalisé son parcours de formation au sein de la structure. Et là, désormais, c'est l'un des managers logistiques de la structure. Donc, ça peut permettre, en tout cas, de venir appuyer ou faciliter un traitement de l'orientation, que ce soit pour le salarié, le manager, ou aussi pour pré-matcher le travail du RH. Donc ça, c'est des outils sur lesquels, ponctuellement, sur des besoins, ça peut être assez intéressant à faire passer. Et je voudrais avec vous maintenant une petite toute dernière chose parce que je vous ai fait ici des propositions, mais 5 petites minutes sur, si vous souhaitez en tout cas participer ou apporter 2-3 petites choses de votre part et vous, les dernières innovations, les dernières choses que vous avez mis en place côté entretien pro pour faire en sorte d'essayer de les réinventer ou de les rendre plus intéressants, qu'est-ce que vous en avez fait? Et ils sauront, oui, les tarifs de ces outils. Alors très souvent sur ces outils-là, alors c'est un éditeur qui s'appelle Pearson, qui est un très grand éditeur américain. Vous avez généralement des passations plus restitutions qui vont être aux alentours de 200 à 300 € et l'outil en soi est souvent vendu aux alentours des 80-90. Mais il faut être formé pour pouvoir l'utiliser. Mais si vous faites appel à un cabinet de conseil, il vous vendra généralement ces produits-là aux alentours de 300 €, je pense. Donc 300 €, c'est la passation de l'outil, la restitution, le débriefing et le passage de main au RH. Ça vous donne à peu près une petite idée. My Motivation, je crois qu'on va être un tout petit peu en dessous. On va être aux alentours, passation plus restitution. C'est encore un peu différent pour My Motivation, parce que c'est plutôt des approches par équipe. Donc là, je ne saurais pas vous dire un tarif, mais ça reste des produits qui restent très abordables sur la passation et la tarification.
Est-ce que du coup, certains d'entre vous souhaitent juste ouvrir une toute dernière chose sur les innovations que vous avez mis en place, un truc que vous avez fait ces derniers temps, qui fait que vos entretiens pro fonctionnent bien ou fonctionnent mieux, alors même si c'est pas encore parfait? Est-ce que je peux avoir quelques participations de votre part ou pas? Une main levée et on passe la parole. Les dernières innovations que vous avez pu mettre en place sur les entretiens pro, les dernières choses que vous avez mis en place qui ont bien fonctionné. Je laisse encore quelques secondes pour les mains levées et je vous montre juste, hop là. Ouais, innovation Maïta, les RRH qui réalisent de l'entretien pro. Alors, pour certains, c'est une innovation, pour d'autres, c'est considéré comme un recul en arrière, mais force est de constater que ça reste quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la compétence des ressources humaines. Si demain, vous listez juste les compétences qui sont nécessaires pour réaliser des entretiens pro, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, que la majorité des choses sont dans les mains des RH. Ça vous fait un peu sourire, mais pour vous, ça a très bonne presse. Bah, c'est l'essentiel. Au moins, c'est un impact positif et si ça fonctionne, c'est que vous avez eu raison de le faire. Pas d'innovation pour vous, Jennifer, ça reste un classique. Ça fait toujours un point à toute la société en amont pour rafraîchir, OK, les mémoires et après les entretiens. OK. C'est vrai qu'en effet, la com un petit peu sur ces sujets-là, il faut les rendre un peu plus sexy, un peu plus intéressants, les entretiens professionnels. J'espère qu'en tout cas, sur les éléments que je vais pu vous apporter aujourd'hui, il y a quelques idées sur lesquelles vous dites « Ah, OK, c'est vrai que ça pourrait être pas mal chez nous ». Si vous avez besoin, en tout cas, d'en échanger, n'hésitez pas. Je reste disponible par mail, par téléphone. Et d'ailleurs, si je ne fais pas erreur... Ah, j'ai peut-être retiré ma diapo. Ah non, elle est juste là. Je vais vous la remettre juste après. Sachez en tout cas que la prochaine étape, ce sera avec une de mes collègues qui s'appelle Séverine Ouvry. Vous allez voir qu'il y a des petits sujets un peu similaires finalement, hein. Je vais vous parler un petit peu de posture de coaching, etc. Vous avez Séverine Ouvry qui, le 7 mars, je ne crois pas avoir fait d'erreur sur la date, le 7 mars de 11h30 à 12h30, vous proposera un point sur transformer vos managers en coach et quel intérêt ça peut avoir dans votre structure. Je reste en tout cas, je suis très content de vous avoir rencontré aujourd'hui et j'espère que ça a été la même chose pour vous. Merci pour votre participation et je remets juste la diapo. Si vous avez des besoins, que ce soit pour du conseil, des acteurs, des choses qu'on a abordées, des choses sur lesquelles vous souhaitez aller plus loin, par mail, par téléphone, c'est quand vous voulez. Et Mehdi, tu t'es trompé dans l'adresse mail, tu as laissé celle de Delphine. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je pense que pour le coup, ils l'auront vite remarqué. En effet, entre le médical C'était pour voir si on suivait, c'est ça? Exactement, je te remercie Chloé. Donc en effet, n'hésitez pas, que ce soit pour un conseil ou des éléments que je vous ai présentés, ce sera avec plaisir que je vous les présenterai. Et merci Christelle pour cette petite blague sur Delphine, elle se fera un plaisir de vous avoir au téléphone. Merci à tous et à toutes. Merci tout le monde.